Il touche moins de 2% de la population, et pourtant, à entendre les bruits de couloir, on a l'impression que tout le monde en souffre. Je parle bien entendu des troubles bipolaires. Le terme est aujourd'hui largement détourné de son sens premier pour qualifier une personne ambivalente, changeante ou lunatique. La réalité est autre. Les troubles bipolaires sont des troubles de l'humeur complexes qui peuvent s'exprimer de plusieurs manières. Phase maniaque, phase hypomaniaque, phase dépressive, euthymie, état mixte. C'est une véritable palette d'états qui va au-delà de la simplification induite par la notion de bipolarité. Entre le tout blanc et le tout noir, il y a une infinité de nuances. Je reçois aujourd'hui Thomas, un jeune homme souffrant de troubles bipolaires de type 2. Il nous raconte comment il vit son trouble au quotidien et nous explique son choix personnel de ne bénéficier que d'une prise en charge psychothérapique pour apprendre à cohabiter avec la maladie. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Les troubles bipolaires peuvent avoir des conséquences graves et pousser l'individu à s'engager dans des conduites à risque, comme vous l'entendrez dans cet épisode. Si vous pensez être touché ou si vous remarquez des comportements inhabituels chez un de vos proches, parlez-en et consultez un professionnel sans attendre. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de t'être proposé pour participer à cet épisode qui va être consacré principalement aux troubles de l'humeur. Donc est-ce que tu peux nous dire brièvement avec tes propres mots ce pourquoi tu nous as contactés ? Alors, je souffre en fait de troubles de l'humeur qu'on soupçonne de troubles bipolaires type 2, selon le diagnostic qui a été débuté il y a un certain temps. Donc ça se manifeste par des phases dites hypomaniaques qui sont sous le régime de la lubie et d'une certaine euphorie, ou avec une sorte de quantité d'énergie qui ne s'arrête pas. Et d'un autre côté, l'autre pôle, comme ils appellent, qui est un pôle beaucoup plus sombre, qui est celui de la dépression, ou idées morbides, idées suicidaires, et aussi un certain manque de tonus ou plutôt généralement c'est plutôt une dépression agitée en général où je piétine et en même temps tout est vraiment lié à une angoisse permanente sur la moindre chose qui peut arriver ou advenir dans mon environnement. Et si tu devais associer tes troubles à un ou deux mots, ce serait quoi ? Alors, peut-être chaotique, je pense. Je resterai sur ce mot-là, chaotique. D'accord. On va revenir du coup à l'histoire de tes troubles. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge ces troubles ont commencé ? À proprement parler, les troubles tels que je les connais actuellement, c'est-à-dire avec une certaine gravité, c'est-à-dire la dépression et certaines idées suicidaires, ça a commencé plutôt vers mes 18 ans, donc 17-18 ans, vers la fin de ma puberté à peu près. Mais pour être honnête, je crois qu'il y a eu des signes avant-coureurs très très tôt dans mon enfance. Avec du recul, maintenant je me rends compte qu'il y avait quelque chose qui était déjà très différent, puisque j'avais déjà des troubles de l'humeur avérés, mais on pensait plutôt que j'étais l'original de la famille, en quelque sorte, avec ces débordements d'énergie ou ces idées un peu saugrenues qui sortaient de nulle part. Et on s'inquiète pas, c'est un enfant qui a une grande imagination, ou c'est un enfant qui pleure souvent, qui pleure beaucoup, ou qui est très sensible. Mais avec du recul, il y a quelque chose de très différent, je crois, puisqu'il y a eu plusieurs épisodes, je pense, qui auraient pu inquiéter, mais dont j'ai pas pu parler, en tout cas avant un moment, dans la mesure où c'était pour moi lié vraiment à quelque chose un quotidien. Donc je me rendais pas compte aussi de mon rapport avec la mort, ou même avec
ouais, ces humeurs-là et ces moments où j'avais des idées qui se connectaient alors qu'elles faisaient pas vraiment sens pour les autres et ce sentiment, ouais, de décalage parfois, avec les autres et ce jugement aussi constant. Donc, tu nous dis que tu as connu des épisodes qui, pouvaient éventuellement, inquiéter, heu, mais dont tu n'avais pas forcément conscience et quelle a été la réaction de ton entourage familial, amical, face à ces épisodes que tu as pu avoir, étant plus jeune? Ouais, plus jeune, c'était davantage, oui, une sorte de c'est tellement de manière permanente, en fait, des sautes d'humeur comme ça, mais c'est des choses encore très légères, au fond, qui, apparaissent vraiment comme, voilà, une attitude, un enfant un peu original, mais pas de quoi s'inquiéter, quoi. Je pense qu'à certains moments, oui, j'éprouvais peut-être un rejet ou alors une incompréhension de la part de ma famille ou même de mon entourage, étant enfant, surtout à l'école, problème avec des professeurs aussi, parce que j'avais vraiment des phases, déjà très tôt enfant où, comment dire? Ce serait des ouais, des états, vraiment de un peu égomaniaque quoi, où, d'un seul coup, j'avais envie de j'avais par exemple la réponse et je ne levais pas la main, j'allais la dire et quand le professeur me reprenait, tout de suite, immédiatement, je l'interprétais comme, vraiment une recherche de défi, en fait. Je le mettais en danger, lui et sa supériorité, en fait, et j'étais meilleur que lui et je le savais et j'en jouais et c'était toute une sorte de construction comme ça, presque un scénario, un film, dans mon esprit qui se tournait où j'étais le personnage principal, comme ça et il y a quelque chose, ouais, de très, très scénaristique parfois encore maintenant, dans certains épisodes, hypomaniaques, j'ai un peu un scénario qui se forme, quelque chose comme ça, un peu très, très Bridget Jones et où, je suis vraiment le personnage principal de ma série, quoi. C'est très étrange, je pense, quand on y réfléchit, on est tous un peu, on vit au jour le jour, on éprouve des choses, mais dans ces moments-là, il y a quelque chose de différent puisque, tout se greffe, dans la perception ou dans le vécu autour de fantasmes, en fait, et on vit littéralement le fantasme, on est vraiment plongé dedans, on se dit, «Ah mais je vais faire ci, je vais faire ça et je vais réussir», parce que c'est presque écrit. Il y a aussi des fois une sorte de croyance un peu naïve en une sorte de destinée où on est convaincu que enfant, j'étais convaincu que, bah, j'allais être célèbre et d'ailleurs ça c'est un motif qui revient très souvent dans ces phases-là. Et est-ce que ces troubles qui se sont déclarés quand tu étais, plus jeune ont fait l'objet d'une médicalisation? Est-ce que, il y a eu des consultations auprès de médecins généralistes, de psychiatres, de psychologues ou même auprès d'une infirmière scolaire? Comme tu me dis que tu avais des relations un peu particulières avec, tes professeurs aussi. Est-ce qu'il y a eu, un début de, entre guillemets, «prise en charge» à cette époque? Il y a eu prise en charge, mais c'était totalement lié à, ce que j'appelle des épiphénomènes, c'est-à-dire, bah, des choses qui sont à côté, des choses qui n'ont pas de rapport, notamment, j'ai consulté un psychologue, suite au divorce de mes parents puisque, apparemment j'ai eu des propos qui étaient, très étranges dans la bouche d'un enfant. Avec du recul, c'était, je pense, des signes avant-coureurs et pas une question d'un mal-être lié au divorce. Je crois que tout enfant est marqué par un divorce, bien sûr. Ma grand-mère m'expliquait que je disais des choses, ma mère est devenue folle, il fallait lui mettre de l'électricité dans sa tête ou, je disais des choses, très étonnantes dans la bouche d'un enfant de 3 ans, quoi. Ou, d'un seul coup, c'était vraiment des sortes de lubies comme ça et tout de suite on interprète comme: «Ah, il va pas bien à cause du divorce». Et par la suite, quand ça n'allait pas vers le lycée en termes de scolarité ou autre, que j'avais de grandes difficultés à trouver ma place, là, mon père m'a aussi proposé de consulter un psychologue, mais cette fois-ci, c'était pour un diagnostic, davantage de surdouance ou autre. Donc on a plutôt fait des tests de QI et alors que moi, je venais non pas, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être là la solution, qui sait?» Et au final, je suis reparti, voilà, avec un nombre et qui ne m'a absolument rien apporté et je j'avais pas la clé pour comprendre, ces états d'âme-là qui passaient, d'un côté et de l'autre, qui fluctuaient sans cesse et qui étaient proprement chaotiques. Ouais.
Et est-ce que ces épisodes que tu décris comme chaotiques avaient la même nature, la même intensité pendant tout le long de ton enfance et ton adolescence, ou est-ce qu'il y a certains épisodes qui pouvaient présenter des caractéristiques très différentes d'une fois sur l'autre? Alors, si j'ai employé le mot chaotique, c'est justement pour ça. Je crois que chaque fois, il y avait, quelque chose de fantasque dans certaines phases ou, ouais, une sorte de tristesse qui ne devrait pas coller avec un enfant. Des fois, ma grand-mère, elle me trouvait en train de pleurer, elle me disait: «Bah, pourquoi tu pleures?» et je lui disais: «Je sais pas» et j'arrivais pas à le dire parce que je ne savais vraiment pas moi-même. C'est une sorte de flux comme ça qui s'échappait de mes yeux et je me sentais juste mal et je comprenais pas pourquoi. Oui, à chaque fois, c'était quelque chose de différent. C'était un moment enfin, plus tard, je dirais, quand j'ai commencé à décanter tous ces événements, et essayer d'y voir clair, je me suis rendu compte que, bah, au tout début, je suis peut-être tombé dans le piège de me dire, bah, à chaque fois, c'était un nouveau jeu, en fait, une sorte de nouvelle lubie et si, à chaque fois, il y avait une sorte de nouveau scénario ou nouveaux éléments. En réalité, c'était, oui, c'était la même chose, mais je savais pas, comment le définir, comment l'expliquer et pourtant, oui, chaque fois la manifestation était totalement différente, totalement, unique et chaque fois, c'était, quelque chose de totalement différent. Pour donner un exemple, je faisais du catéchisme et là, c'était un moment où, on allait beaucoup, enfin, c'était, dans une sorte de maison diocésaine. Du coup, on préparait, la première communion, mais la lubie du moment, c'était le blasphème. J'adorais ça, j'avais cassé une vierge au fond, de leur jardin pour voir s'il y avait de l'argent dedans. J'étais allé derrière la sacristie de la chapelle, pour essayer de récupérer, des sortes de cartes postales avec des icônes que je découpais, que je détournais. Enfin, il y avait toute une recherche en fait comme ça et puis après, j'ai pu passer, quoi, 1 an plus tard, dans l'exact inverse, une sorte de ferveur, chrétienne où d'un seul coup, tous les soirs je priais et j'étais sûr en fait que, j'étais écouté et je me suis fait un scénario où en fait, j'étais promis un grand destin et on m'écoutait. Il y a tout un voilà que c'est de l'ordre du fantasme, permanent et c'était pas encore, comme certains pourraient dire, pathologique. Ça reste, un enfant qui a peut-être un peu trop d'imagination et qui vit, vraiment avec passion peut-être cette imagination-là. Je ne sais pas comment on pourrait dire autrement, mais avec du recul et maintenant on pourrait dire: «Oui, il y a quelque chose qui va pas». Un adulte de 18 ans, bientôt maintenant, enfin maintenant 22, ne devrait pas avoir cette imagination-là qui prend le dessus et qui devient aussi forte et qui domine un peu aussi mon quotidien à un certain moment. Donc tu nous dis que ces épisodes se manifestaient de manière relativement différente d'une fois sur l'autre. Au-delà des manifestations, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est la manière dont tu les vivais, dans la manière dont tu les intériorisais, dont tu les mentalisais. Est-ce que quand tu étais dans ces états-là, même si les manifestations pouvaient être différentes, est-ce que tu les vivais de la même manière? Hem, Bah, je crois que oui. Je crois que, chaque fois, ça faisait sens. Ça faisait sens et c'était adéquat à la situation et c'est par le regard des autres, les jugements ou les choses qui ont pu être dites, à mon égard que je comprenais que quelque chose n'allait pas. Mais je savais pas quoi. Enfin, comme je vivais pleinement la chose, pour moi, tout était organisé à sa place, alors que la vérité, c'est qu'on est face à un enfant, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Enfin, c'était, je sais que j'avais des parents de camarades qui m'avaient, déjà fait un commentaire, des choses comme ça, durant un anniversaire, par exemple, en me disant, bah, que j'avais un grain, par exemple. C'est des propos, des fois, un peu douloureux aussi quand on est enfant c'est pas quelque chose d'anodin de dire qu'un enfant a un grain et on le prend très à cœur et étrangement, ça alimente parfois ces moments, d'euphorie et un peu égomaniaque puisque là, je me disais, «C'est parce que je suis un génie, je suis incompris».
Alors, est-ce que c'est une stratégie de défense ou est-ce que c'était, encore une fois, un symptôme? Je sais pas. C'est aussi l'une des difficultés, de faire la part des choses et de savoir aussi ce qui est, de l'ordre de l'humeur ou est-ce que, ce qui est de l'ordre de la stratégie de défense, pleinement, consciente et réfléchie. Et comment, tu réagissais quand les personnes te disaient que tu avais un grain? En général, quand j'avais ce genre de remarques, c'était forcément dans des moments, où, j'étais d'extrêmement bonne humeur et dans ces cas-là, je prenais sur moi en me disant: «Bah oui, voilà, je vaux mieux que tout le monde et ils le savent pas, c'est juste ils sont trop étriqués, ils ont l'esprit trop obtus et leurs œillères leur permettent pas de voir, à quel point en fait, j'ai une personnalité riche et je pensais déjà à ces choses-là et dans tout le scénario que je me construisais à chaque fois, c'était, un jour, je serai quelqu'un de grand et ils le verront et il sera trop tard pour eux. Quand je passais dans ces moments où, je commençais à avoir vraiment des questions, existentielles qu'on ne devrait pas avoir, je pense à cet âge-là, je suis anormal, quelque chose ne va pas ou personne ne m'aime en fait, on fait semblant et tout ce paquet, je dirais, de choses négatives, en fait, qui commençaient à gonfler et qui formaient une sorte de sac et où, d'un seul coup, ce sac-là, il partait sur le côté et je le voyais plus. Je l'avais plus dans mon champ de vision, je le portais plus sur le dos, et il revenait, du jour au lendemain et c'était un sac qui prenait de plus en plus de place. Plein de toutes ces remarques et parfois aussi de la compréhension de ma famille, de petits commentaires, voilà. Donc on a parlé de comment s'est déroulée ton enfance, ton adolescence, en rapport avec tes troubles, mais maintenant ce sont des périodes qui sont derrière toi. Tu es un adulte, tu as 22 ans, tu es étudiant et du coup j'aimerais savoir comment s'est passée la transition entre, le monde adolescent et le monde adulte, quand on souffre de troubles, qui peuvent justement, influer un peu sur, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle ou même sur l'orientation scolaire et universitaire. Comment s'est opérée cette transition pour toi entre le lycée et l'enseignement supérieur? C'était la dernière année de lycée, donc la terminale, je devais forcément choisir mon orientation et cette transition-là, elle s'est marquée aussi par, un moment où ces périodes euphoriques commençaient à devenir, vraiment particulièrement intenses. Elles avaient ponctué mon lycée, mais c'était vraiment croissant, quoi, en termes d'intensité et en fait, je me suis orienté, durant un de ces moments-là. Donc je me suis orienté d'un seul coup vers les arts plastiques, du jour au lendemain et je me souviens des réactions de ma belle-mère qui est une personne vraiment très terre à terre. C'est en partie grâce à elle aussi que j'arrivais à parfois identifier ces moments-là, ces moments un peu, bah, étranges pour eux aussi. Ils comprenaient pas, du coup, c'est pourquoi d'où vient cette décision? Et elle me disait: «Mais, qu'est-ce que tu vas faire en art plastique? Tu sais même pas dessiner», et je disais: «Mais je vais être un artiste». C'était d'un seul coup comme ça, je vais briller, je serai artiste. Après d'un seul coup, je me suis retrouvé sur l'île, en colocation avec ma meilleure amie et c'était vraiment, là un peu le bazar dans ma tête. C'était une accélération en fait de tous ces épisodes, ça a commencé par, des jeux un peu, avec, les gens qui m'entouraient à la fac. J'avais réussi à, pendant presque un mois, faire croire que j'avais un jumeau. Parce que je m'étais acheté une veste, qui se dédoublait, donc il y avait un côté argenté, un côté noir et je l'inversais comme ça en changeant, je disparaissais 5 minutes et je revenais, sous une nouvelle apparence, je mettais, une patte dans mes cheveux pour les déplacer dans un sens ou un autre et je vivais en fait ouais, c'était presque un jeu, mais sur le moment, je trouvais ça tellement drôle et dans ma tête, c'était, je suis en train de faire quelque chose de tellement incroyable. Je comptais faire tenir ce mensonge pendant près d'un an.
c'était mon projet, c'était presque une œuvre d'art en soi et que ça serait matière pour ma future biographie. Il y avait tout un fantasme vraiment égomaniaque et à ce moment-là, les gens autour de moi commencent à dire bon, en art plastique, des fois les gens sont un peu perchés, mais là c'était vraiment un peu étrange, je pense. Même pour les gens les plus ouverts. Moi, j'ai reçu un moment des colibés aussi, ce sujet. Et c'est l'une des premières fois d'ailleurs où quelqu'un a employé le terme bipolaire pour parler de moi. Et bon, sur le coup, j'ai pas fait attention. On distingue pas l'importance en fait de ce mot-là, enfin, la place que ce mot-là va prendre plus tard. Et c'est après qu'on se retrouve face à la seconde polarité, du coup, qui est la dépression, où des fois, ma meilleure amie repartait chez elle, voir sa famille, donc je me retrouvais tout seul à l'appartement et je ne mangeais plus, je me lavais plus, et quand elle revenait, je mettais une sorte de masque, en fait. J'éprouvais un dégoût de moi-même à ce moment-là, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Et hop, on repart de l'autre côté, où d'un seul coup, je décide, je m'inscris au concours des arts décoratifs de Paris pour la section design vêtements. Je vais devenir le nouveau Yves Saint Laurent. Voilà, c'est ma nouvelle idée du moment. J'ai jamais dessiné de vêtements, jamais fait tout ça. Je commence à travailler 2 fois la nuit, des choses comme ça. Je me lève, je commence à dessiner et vraiment habité, voilà, par un sentiment de: «Je vais réussir là, je tiens quelque chose», et après on envoie un projet pour le dit concours, pour la présélection, quelque chose vraiment d'affreux, mais on est convaincu que c'est génial. Et c'est ça, la perception est complètement troublée, où on se dit: Je suis en train de rendre un chef-d'œuvre et juste pour ça, ils vont me prendre et je ferai même pas les autres épreuves». Il y a toute une construction autour aussi, où la réalité, elle pourrait se plier à toutes vos envies. Il y a presque quelque chose de magique où je le pense et c'est comme ça. Et cette transition, oui, s'est effectuée, voilà, sur presque près d'un an, juste après le lycée, après la terminale, cette première année dans le post-bac, où là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui allait pas et je le gardais pour moi. C'est après que, quand je suis rentré en classe préparatoire, que j'ai eu quelques épisodes et j'ai eu un très gros épisode dépressif où c'est mon père, en fait, qui m'alertait en me disant: «Tu parles plus, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pourrais au moins nous adresser un peu la parole de temps en temps». Et un jour, je lui ai dit: «Fais quelque chose parce que je vais me tuer». Et c'est là que j'ai été hospitalisé en cellule de crise au cours de ma première année. Donc, au final, il y a quand même eu une prise de conscience de ta part. Tu as en quelque sorte lancé l'alerte auprès de tes proches, de ton père notamment. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment? Quel a été le déclic qui t'a poussé à mettre des mots sur ce que tu vivais? Puisque tu dis que tu l'avais quand même en quelque sorte déjà un peu intériorisé, mais que tu le gardais pour toi. Pourquoi à ce moment-là, tu as décidé d'en parler? Disons que j'en parlais avec moi-même. J'avais eu un épisode qui était bon, hypomaniaque durant cette année en art plastique sur l'île. Cette première année, j'ai eu un épisode qui avait vraiment été à la limite de l'épisode maniaque. Donc, pour expliquer davantage, la phase hypomaniaque est une phase d'euphorie, mais la phase de manie, on en arrive parfois à des hallucinations où vraiment c'est beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus psychotique, je dirais. Parce que là, il y a vraiment un danger aussi pour soi-même. Et j'ai eu une nuit où ça a été la nuit de tous les excès. J'ai invité des gens chez moi, des partenaires sexuels. J'en ai eu plusieurs en une seule nuit. Je marchais dans ma chambre, je me souviens, je tournais en rond. Fallait que je fasse quelque chose. Je me suis retrouvé dehors, sans manteau, alors qu'il pleuvinait. J'ai escaladé une grue, alors que habituellement, enfin, je sais pas, j'aime bien le sport, mais avec une certaine mesure, je dirais. Je me suis retrouvé en train de grimper une grue alors qu'il pleuvinait, j'ai failli tomber, je me suis rattrapé et je me revois en train d'éclater de rire, quoi. Alors que j'aurais pu me casser quelque chose, quoi. Il y avait des parpaings en bas qui étaient extrêmement mal placés, je tombais dessus, je me cassais quelque chose, quoi. Et c'est peut-être 1 ou 2 mois plus tard,
où, je dirais cette pression, c'est vraiment une pression, parce qu'il y a quelque chose de physique aussi, où je sentais mon corps en fait qui exultait quoi, comme une sorte de je le perçais presque comme une aura ou une sorte de chaleur où, je dégageais des rayonnements quoi. Il y a ce j'ai l'impression que mes bras, ils pouvaient aller, là où je voulais et que j'étais presque omnipotent et c'est, ce moment où cette lumière un peu s'éteint, je commence à, me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait quoi?» Je repense à cette nuit-là et ça commence à me trotter dans la tête. Je suis pas dans un épisode dépressif, mais je me sens vraiment très mal. Le juste retour sur une expérience qui est pas normale, quoi. J'étais extrêmement bien, il faut dire ce qui est. J'étais vraiment très bien et je me suis jamais senti aussi bien de ma vie que cette nuit-là, alors que, j'ai rien fait d'incroyable, mais je me sentais plus que vivant, quoi et là, je reviens sur cette nuit-là, sur cette expérience. Je décide de faire un dépistage, je découvre que j'ai, une maladie sexuellement transmissible. Bon heureusement, tout va bien et c'est pas quelque chose de grave, mais voilà, il y a eu une vraie prise de risque et là je me dis: «Mais je deviens fou» et ma première peur, c'est, lié à ma famille. Parce que on a un historique, je dirais, des 2 côtés, du côté maternel autant paternel et ma crainte, c'est le diagnostic de la schizophrénie. À ce moment-là, ma perception, c'est: «Je vais devenir fou» et j'en reviens à voilà, à réfléchir sur, qu'est-ce que ça peut être, quoi? Et le premier mot qui me vient parce que c'était ça la question, quand j'ai mis des mots dessus, à ce moment-là, le mot pour moi, c'est: «Je deviens fou» ou je cherchais plutôt un mot un peu plus technique, je suis schizophrène. Moi, j'avais peur de ce diagnostic-là. Oui, c'est plutôt sinon en termes de mots, c'est plutôt mes parents, je crois, qui ont commencé à creuser un peu, notamment, cette première année, classe préparatoire où j'ai fait cet épisode dépressif et je suis allé en cellule de crise. C'est à ce moment-là que mon père a commencé à vouloir à me pousser, en fait, à mettre des mots dessus, mais c'est extrêmement difficile. Là, il y a une sorte d'un peu d'enquête parce qu'on avait regardé, je crois, il y avait quelque chose qui passait à la télé, justement sur les troubles de l'humeur et mon père m'a regardé, il m'avait posé cette question, je m'en souviendrai encore, «Ça te parle pas, ça?» et je lui ai répondu: «Oui». Et là, quelque chose s'est un peu enclenché et en même temps, il y avait cette hantise quand même du j'ai un peu écarté, même si je lui dis: «Ça me parlait», j'ai un peu écarté parce que j'étais obsédé à l'idée de ce diagnostic-là. J'étais vraiment terrifié et j'ai eu encore, enfin cet épisode dépressif s'est allongé. Je suis resté, chez moi 1 ou 2 semaines et un jour mon père m'a dit: «Bon, je peux te laisser seul aujourd'hui, il faut que j'aille au travail». Parce qu'il avait pris, des jours de congé exprès. «Je peux te laisser seul, tu vas pas faire de bêtises?» Je lui dis: «Oui, tout va bien» et c'était une journée mais où j'ai pas arrêté de piétiner. Donc j'étais, dépressif. Normalement, les personnes dépressives vont plutôt avoir tendance à s'enfermer, ne rien faire. Moi, je me souviens, je tournais en rond. Plutôt une dépression agitée, en fait, dans mon cas et j'ai entendu la sonnerie. J'ai ouvert la porte, il y avait personne, j'ai refermé. J'ai re-entendu la sonnerie, j'ai ouvert la porte, toujours personne. J'ai débranché du coup la sonnerie et j'ai re-entendu la sonnerie et là je me souviens, je crois que j'ai appelé mon père, si je dis pas de bêtises ou, enfin j'étais terrifié. Je me suis dit: «Ça y est, j'ai des hallucinations, c'est fini, je vais me retrouver, enfermé quelque part» et enfin il y a toute cette angoisse qui monte et c'est là que on là enfin je pense qu'on a posé les mots, plutôt je souffre à cet instant-là. C'est peut-être l'un des moments où les mots viennent pas le plus facilement, parce qu'il y en a très peu. On n'a pas d'autres mots que la souffrance, enfin, le champ lexical de la souffrance. On n'arrive pas, même ces mots-là ne sont pas suffisants. J'arrive pas à expliquer cet état, on a juste envie de mourir, quoi. Tout est angoissant. Le moindre, même manger, c'était un calvaire et l'inverse, des fois je mangeais trop parce que j'avais envie de remplir un creux dans mon estomac. Je sentais vraiment un vide quoi, une sorte de trou noir. Dans ces moments-là, il y a pas de mots suffisants, mais il y a pas à l'inverse de ces moments hypomaniaques, voire maniaques que j'ai pu expérimenter où, là, il y a pas de mots proprement parler puisque on n'a pas l'impression d'aller mal. C'est ça ce qui est piégeux, c'est qu'on n'est pas, on est dans un état qui serait jugé pathologique par, certains médecins, alors que pour nous, tout va bien et donc on va pas s'exprimer sur un mal qui n'est pas là.
Là où dans l'état dépressif, les mots sont là, mais ils sont pas suffisants. Tu as évoqué donc ces deux types d'épisodes que tu as pu avoir, de type premièrement hypomaniaque, donc vraiment des phases d'euphorie, une sorte d'agitation intellectuelle, physique, sociale, et des épisodes dépressifs où, dans ton cas, c'était des dépressions qui étaient également agitées, mais de l'agitation qui était un peu de l'agitation anxieuse, qui était assez délétère. Ces épisodes, en général, chez toi, ils durent combien de temps? Hem, alors on a mentionné, durant mes débuts de diagnostic qu'il y a possibilité dans mon cas, que ça soit des cycles rapides. Parce que, je me suis retrouvé avec des épisodes, qui pouvaient durer parfois un mois, intense où, je me sens créatif et je cours partout et je fais plein de choses en même temps, j'ai plein de projets en même temps et 2 mois, c'est le silence et d'un seul coup, grosse crise dépressive, où pendant une semaine, où vraiment j'ai envie d'en finir quoi et j'essaie de prendre sur moi, de lutter mais c'est extrêmement difficile et plus rien et hop, ça revient et tout est variable. J'avais déjà parlé à quelqu'un qui a des troubles similaires, mais c'est beaucoup plus cyclique. Donc on est parfois à 3 mois, 4 mois de dépression, c'est des choses, un peu plus balancées. Alors que je dirais que dans mon cas, il y a quelque chose de ça vient de nulle part et je sais pas combien de temps ça va durer. Et c'est l'une de mes grandes craintes, puisque c'est le côté, un peu aléatoire. Je peux pas prédire et parce que je peux pas prédire, j'ai toujours peur d'un jour passer 2 ans dans une sorte de dépression, complète et affreuse et passer, les 2 pires années de ma vie. C'est un peu une sorte d'angoisse qui reste, quoi qu'il arrive. Donc à ce jour, tu n'identifies pas de signes avant-coureurs avant les épisodes? J'ai essayé et ça reste très difficile. Je le devine pas par moi-même. J'ai besoin d'autrui pour me dire, «Tu de bonne humeur, attention». C'est plutôt des amis maintenant qui vont me signaler, que: «Ah bah, tu 3 projets en même temps, tiens-nous au courant, surveille-toi parce que moi, si j'étais à ta place, je serais en burn-out». Et là, c'est aussi un peu la chose insidieuse, c'est que, est-ce que je fais tout ça parce que j'aime vraiment ou est-ce que je suis dans un moment de, encore une fois, hypomaniaque où c'est une lubie et est-ce que je vais assurer? Deviner comme ça, c'est très compliqué. C'est plus simple peut-être de deviner le moment dépressif puisque les gens commencent à remarquer que, ah bah, la personne qui parle tout le temps, autour de cette table est étrangement silencieuse. Et ou d'un seul coup, je me mets à pleurer ou il suffit d'un petit verre d'alcool pour que je sois complètement, avachi quelque part en train de pleurer en me disant que je suis une affreuse personne et me morfondre et c'est peut-être plus simple pour, moi déjà de dire que ça va pas, parce que j'ai les mots. J'ai le mot, «je souffre». Mais j'ai pas le de signe avant-coureur pour les épisodes hypomaniaques. C'est comme une sorte de montée de je vais pas dire d'adrénaline, mais d'énergie et je me sens juste bien et j'ai du mal à distinguer, quand est-ce que je suis juste de bonne humeur ou est-ce que je suis d'une humeur dite hypomaniaque. Et au-delà de ces épisodes d'humeur entre guillemets augmentée, qui sont les épisodes hypomaniaques et les épisodes d'humeur un peu diminuée, qui sont tes épisodes dépressifs, il se passe quoi entre deux épisodes? Il arrive qu'ils se chevauchent. J'ai ce qu'on appelle des états mixtes. Il y a un peu des 2 voilà, qui se mélangent dans une sorte de cocktail un peu, vraiment je crois que c'est les pires moments où, je me sens agité. J'ai ces élans un peu, écomaniaques et en même temps, je vais extrêmement mal. Il y a encore la partie, du scénario dont je parlais qui se greffe à la souffrance par exemple, un moment, j'étais, complètement absorbé par des lectures, notamment, Virginia Woolf,
Sylvia Plath, des autrices ou des auteurs qui ont commis le suicide. J'étais tellement obsédé par ça que quand j'ai basculé vers la dépression et que j'étais dans cette phase mixte, je cherchais ma manière de me suicider qui n'a pas déjà été faite par ces gens-là. Une sorte de mélange comme ça, un peu un ego trip, quoi, mêlé à le bouleversement qu'engendre l'état dépressif. Mais il m'arrive oui, d'avoir des humeurs un peu plus neutres, où je dirais que la balance de mes humeurs est un peu plus naturelle, c'est-à-dire elle est liée à un contexte. Il m'arrive quelque chose de mal, je me sens mal. Il m'arrive quelque chose de bien, je me sens bien. Sinon, bah, le calme, ou là, quelque chose va bien, et il n'y a pas quelque chose qui se déclenche, peu importe la situation. Là où, par exemple, avec un épisode hypomaniaque, je pourrais être complètement heureux et transcendé durant un enterrement de quelqu'un qui m'est cher, ou dépressif durant le mariage d'un ami qui est complètement heureux. Il y a une réponse dans ces phases-là, ça peut être 2 mois où je réponds de manière adéquate à, à mon environnement ou à ce qui peut m'arriver. Quand tu nous as écrit, tu as utilisé une très jolie image, celle d'un gradient de couleur qui va du rouge au bleu, en mettant l'accent sur le fait que le terme bipolaire pour toi te semble relativement inapproprié, puisque ça donne l'image que c'est vraiment un trouble qui est dichotomique entre un état d'humeur exalté et un état d'humeur dépressif, mais de ce que tu vis, de ce que tu dis, euh, contrairement à la croyance populaire qui est vraiment cette alternance entre deux états qui sont relativement fixes et qui alterneraient de manière totalement régulière, c'est beaucoup plus complexe que ça. Justement, est-ce que tu peux développer un peu sur cette image du dégradé de couleur? Déjà, je crois qu'il faut commencer aussi par revenir sur cet a priori, la bipolarité, qui est aussi lié au terme, voilà, deux pôles, deux faces. Donc, on considère déjà les gens bipolaires comme des gens ambivalents qui ne savent pas prendre de décision ou qui, d'un seul coup, deviennent des personnes absolument détestables. Quand je suis dans une phase hypomaniaque, je pense que je suis plutôt quelqu'un de sociable et plutôt même apprécié. Parfois, pas pour ce que je suis dans mon quotidien, mais par rapport à cet état-là qui définit le reste de la perception des gens. Ils me rencontrent dans ces moments-là. Et le discours des psychiatres et des psychologues que j'ai pu rencontrer ensuite, qui ont commencé à dresser ce tableau de mon trouble, m'exposait la chose un peu comme un thaumatrope. C'est une de ces images où d'un côté on a une face avec un oiseau et de l'autre une cage. Et donc ça inverse, soit on a un oiseau, soit on a une cage, et quand ça tourne très vite, on a un peu des deux. Non, les phases mixtes dont j'ai pu parler. Mais moi, c'est absolument pas ma perception des choses. Je le vois, oui, comme un gradient de couleurs. C'est-à-dire, on aurait la dépression qui serait, je donne une couleur comme ça, le bleu. De l'autre côté, on a la polarité du rouge. Au milieu, on a toutes ces nuances, dont le violet. Mais ça fait ce curseur qui pourrait aller de gauche à droite entre le rouge, le bleu et le violet, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il va aussi de haut en bas où à certains moments, c'est des couleurs peut-être plus claires et d'autres beaucoup plus sombres. Quand on parlait de mon épisode hypomaniaque, la limite de la manie, on était clairement dans un moment euphorique qui pourrait être positif, mais qui était plutôt dans un rouge sombre, un rouge presque, oui, un rouge sang qui s'oxyde, quoi. Quelque chose de vraiment de négatif et qui est beaucoup peut-être plus dangereux. Et j'ai eu des moments dépressifs qui étaient peut-être plus clairs où, je me sentais mal, mais j'arrivais à garder le contrôle. J'avais des idées morbides, mais j'arrivais à tenir la route. Et dans ces moments-là, étrangement, j'étais peut-être aussi plus terre à terre et peut-être plus à l'écoute aussi des autres. Comme je souffrais, peut-être j'écoutais mieux la souffrance des gens autour de moi. Donc même si je la taisais, même si je souffrais en silence, il y avait un peu de lumière, je dirais, dans cette pièce fermée, sans porte à ce moment-là, et pas de fenêtre, mais un petit trou d'épingle avec un petit rayon de lumière à ce moment-là. Donc il y a pas quelque chose de le terme bipolaire pour moi est trompeur puisqu'il implique forcément deux faces et quelque chose, voilà, oui, de dichotomique, et alors qu'on est davantage dans la nuance. Chaque épisode est différent, chaque épisode a sa
propre coloration, sa propre teinte. Et c'est aussi ce qui est compliqué à gérer, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qui va se passer ou ce que je vais pouvoir faire dans ces moments-là. Ou même mes états dépressifs, s'il y a des motifs qui reviennent, parce qu'on reste quand même sur les mêmes teintes, le bleu ou le violacé, ou des choses comme ça reste quand même une couleur qui est propre, qui se distingue de toutes les autres. Et j'ai pas un seul épisode dépressif qui revient. J'ai des épisodes dépressifs, au pluriel, et des épisodes hypomaniaques. Et actuellement, tu en es où de ces épisodes? Est-ce qu'il t'arrive encore d'en avoir de manière régulière ou est-ce que finalement la fréquence de ces épisodes s'est amenuisée avec le temps? Je touche du bois pour l'instant, puisque cette année, je suis très satisfait de ma maîtrise de ces épisodes. J'ai des épisodes hypomaniaques, je le sais, je le vois après, forcément, mais où j'étais extrêmement productif. Et comme j'ai traversé aussi quelques années depuis ma première année de fac, je sais maintenant dans quoi je suis performant, dans quoi je suis bon, et ces épisodes-là m'aident. Parce que là, je me sens créatif et j'ai confiance en moi, en mon travail, et c'est beaucoup plus simple. Du côté des épisodes dépressifs, ils reviennent, un peu moins longs, un peu moins intenses, mais les idées morbides restent. Et je dirais que les épisodes hypomaniaques se sont un peu calmés, là où les épisodes dépressifs stagnent un peu. Et du coup, est-ce que tu bénéficies d'une prise en charge pour ces épisodes, qu'ils soient hypomaniaques ou qu'ils soient dépressifs? Alors, non, j'ai refusé en fait, de poursuivre un traitement pour la simple et bonne raison que j'ai eu une mauvaise expérience avec les psychiatres où j'ai eu comme la sensation qu'il y avait quelque chose à corriger, alors que c'est plutôt une sorte de nature. Bien sûr que j'en souffre, je peux pas dire le contraire, mais je sentais que, si je continuais avec eux, je me serais retrouvé avec, un traitement lourd qui aurait nécessité un rééquilibrage de la médication, qui aurait pu durer jusque 3 ans, comme on l'avait expliqué. Je ne me voyais pas en arriver là et on reste des individus, donc nos besoins sont tous différents. Le besoin qui a été le mien de fuir un peu les psychiatres, heu, peut ne pas convenir. Certaines personnes ont envie de moi j'aime cette partie de moi, d'autres, pour d'autres ça ne doit pas être le cas et il faut rester ouvert à cela. C'est pas parce que moi j'ai refusé, de poursuivre dans cette voie-là que c'est une mauvaise voie, c'est juste la mienne et il faut bien s'entourer et surtout se poser la question de ce qu'on voudrait faire et surtout ce qu'on voudrait être. Est-ce qu'on a envie d'intégrer ça dans notre vie? Est-ce qu'on en tire quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment, quelque chose qui pourrait être superflu et dont il faudrait supprimer? Et c'est à nous de savoir à quel point on est prêt à en souffrir et à quel point on est prêt à vivre avec. Et ça, c'est une décision qu'il faut prendre, avec soi-même. Il n'y a que nous qui pouvons y répondre et parce que ça ne concerne que nous, en définitive. C'était pas j'ai refusé donc et on m'a orienté ensuite, les psychiatres m'ont orienté vers une psychologue, qui a fait un travail vraiment formidable, puisqu'elle, à la différence de ces psychiatres qui étaient plutôt face à une pathologie, comme ils disaient, donc quelque chose à traiter, quelque chose à soigner, quelque chose à redresser. Elle était, davantage dans ce travail de vivre avec. Je crois que, on a un problème aussi, par rapport à la santé mentale en France notamment, mais enfin partout, nos sociétés ont ce problème avec la maladie mentale, c'est qu'il y a toujours quelque chose à redresser et quelque chose à alors oui, à soulager, parce qu'il y a une souffrance, mais redresser, ce serait quelque chose à corriger alors qu'on n'apprend pas à vivre avec. Le trouble reste malgré les médicaments, le trouble est là, il y a toujours des épisodes qui peuvent revenir. Alors autant peut-être travailler sur, vivre avec, plutôt que d'écarter le problème, d'essayer de le dissoudre ou
de le mettre voilà, en suspension quelque part au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès, je pense pas que ça soit une vraie solution au fond. Et ce travail avec ta psychologue, il consiste en quoi? Alors on parlait beaucoup de mon vécu, comment on peut le faire maintenant, ou vraiment ce qui lui importait, c'était de savoir comment se manifestaient les crises, comment j'en parlais et chercher des pistes en fait pour les déceler. Donc on a tenté avec elle ce travail essayer de prévenir, essayer d'identifier les moments, les signes avant-coureurs et identifier peut-être, oui, une régularité dans ces crises-là et surtout, oui, parler de mon ressenti et essayer de quand j'étais dans un état, encore un peu dépressif, c'était plutôt vers la fin, elle était là et je me sentais, vraiment écouté et pas, regardé comme, voilà, un patient à qui il faudrait donner, encore une fois, telle dose, de telle substance. C'était, j'avais l'impression d'être considéré proprement comme un humain et pas comme, un potentiel danger pour moi-même. Tu évoquais tout à l'heure des sensations physiques que tu associes, à tes épisodes, notamment dans le cas d'épisodes dépressifs, des sensations de ventre creux, dans le cas des épisodes, hypomaniaques, plus une sorte de chaleur, que tu ressens à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience physique des symptômes, finalement, qui ont une origine, psychique? Un des points qui, je crois, perturbe aussi les gens quand on en parle, c'est, quand je parle de cet aspect physique, les gens s'attendent à maladie mentale, esprit et ils s'arrêtent là. Alors que je vis en fait, par mon corps et tout a une origine corporelle aussi, en partie et donc oui, dans ces états dépressifs, j'ai un rapport à mon corps aussi qui est distordu, un peu comme, je pense d'autres dépressifs et ça peut passer par les troubles alimentaires. C'est m'est déjà arrivé de me faire vomir, donc des phases boulimiques où, je veux remplir ce vide et après, je culpabilise et je mange plus ou parfois la sensation de faim n'existe même plus. L'angoisse prend tellement de place qu'il y a la place pour, même pas les besoins les plus élémentaires. Je me suis déjà aussi retenu d'uriner au point d'avoir, vraiment mal aux reins. C'est des moments où on s'autoflagelle presque. On déteste son corps aussi. Je me regardais dans le miroir, je me dégoûtais et mon rapport au corps est totalement différent puisque je disais que j'avais une hausse d'énergie, mais vraiment dans tous mes membres, quoi. Je danse, je fais plein de choses, je bouge et je me sens à l'aise aussi dans mon corps. Je me sens j'ai l'impression que je plais et dans ces moments-là, je vais plutôt, être, séducteur et je vais avoir beaucoup de partenaires ou vraiment dragueur, et mon corps m'appartient pleinement dans ces instants-là. J'ai une telle confiance en moi que même mes capacités physiques, alors ça fonctionne pas comme un super pouvoir, forcément, mais j'ai tellement confiance que, je il y a pas d'auto-sabotage. Par exemple, un exercice de sport, avec lesquels je prends des précautions, où je me sens mal à l'aise, parce que j'ai peur de rater et cetera. Je me retrouve à le faire avec succès parce que tout est là. Enfin, je suis capable de le faire, c'est juste qu'il y a pas cette barrière du jugement, si les autres me voient en train de me planter ou, il y a tout ça disparaît et il y a moi et mon corps et ces moments-là sont grisants puisque on réussit des choses qu'on était ne pas censé réussir. Longtemps, j'avais, dans les phases plutôt neutres où je revenais sur mon expérience, de ces états extrêmes, j'ai commencé à diviser un peu, mon propre corps. C'était comme si j'avais, 3 corps en fait. Le corps, là, qui s'exprime aujourd'hui, celui hypomaniaque et celui dépressif qui, est, comme, voilà, 3 visages et quand on m'a commencé à me parler du terme de bipolarité, déjà c'était synthétisé en 2 faces et du coup je me disais: «Mais où est-ce que je suis moi?» et c'était quelque chose de très malsain de se diviser, soit en 2 visages parce qu'on me disait bipolarité, 2 faces et 3 comme j'ai pu le faire avant. Mon corps, en fait, est toujours le même et mon esprit aussi et il n'y a pas de distinction à faire.
dans mes états hypomaniaques, quand je dis des choses qui peuvent être vexantes, qui peuvent blesser, en fait, je les pense. Malheureusement, c'est vrai, je les pense, mais la barrière sociale se brise et je suis tellement désinhibé que je vais dire ce que je pense avec des mots parfois un peu lyriques, peut-être un peu trop durs, mais l'intention est là. J'ai pu dire des choses atroces à des gens, mais et je le regrette, bien sûr que je le regrette, mais il y a une part de vérité. Par exemple, j'ai pu reprocher à mon père, en fait, sa tendance au conformisme. Dans un état hypomaniaque, je me revois en train de lui dire, «Je suis un diamant, je suis un minerai d'or», je sais plus ce que j'avais dit et je lui avais dit que: «Toi, tu es un rocher qui aspire à être un caillou». C'est des choses quand même assez violentes à entendre, je pense, de la part de son propre fils et dans le fond, il y a une pensée véritable qui est, sa tendance au conformisme que j'avais envie de lui reprocher, mais j'aurais pu choisir des mots plus justes et dans cet état hypomaniaque, en fait, on est tellement sûr de soi et parfois agressif aussi, parce qu'on se sent puissant, qu'on a envie un peu d'écraser l'autre comme ça, aussi de l'humilier, de la vérité est là, c'est que je dis ce que je pense. Je le dis peut-être avec les mauvais mots, de manière trop extrême, mais je le dis et il n'y a pas à diviser, mon corps ou ma psyché comme ça. Je suis moi, quoi qu'il arrive et ces états d'humeur me poussent dans mes retranchements et ça ne veut pas dire que je suis, voilà, une double personne dans un corps ou c'est quelque chose de plus uni et maintenant j'ai vraiment conscience de et j'apprécie aussi, j'ai conscience et j'apprécie, cette part de moi-même, c'est-à-dire, quelqu'un qui est, oui, un peu chaotique, mais au fond, tout est là et je suis moi, quoi qu'il arrive et j'en ai pleinement conscience, maintenant. Donc aujourd'hui, cet état dans lequel tu es, tu l'acceptes. Tu dis que ça fait partie de toi, que tu t'acceptes pleinement ainsi. Ça tranche quand même pas mal avec ce que tu nous disais tout à l'heure, avec notamment l'appréhension d'obtenir un diagnostic, notamment de schizophrénie, puisque tu avais des antécédents familiaux qui allaient en ce sens. Comment justement cette sorte de stigmatisation anticipée d'un éventuel diagnostic a disparu chez toi pour aller vers ce chemin d'acceptation de ton trouble? Le chemin était long et encore une fois, il passe par autrui. Ben, la solution passe par autrui. J'ai rencontré des gens, des amis qui m'ont vu dans tous ces états-là et qui, pas une seule fois, m'ont jugé et je crois que ça a aidé aussi à me rendre compte que, des gens pouvaient m'apprécier pour tous ces aspects de ma personnalité et pas, apprécier, le moi hypomaniaque qui s'exprime, qui est drôle, qui a une confiance, absolue en lui-même et qui peut être très charismatique. Dans ces moments de fragilité aussi, dépressifs où, on n'est pas beau à voir quoi. On mange pas, on dort pas, on a des cernes, on ressemble à rien et si les gens restent, c'est qu'il y a quelque chose et c'est pas, une préférence pour, un aspect plutôt qu'un autre et je crois que ces amis-là, ces gens qui ont décidé de me considérer comme une personne entière, de considérer, c'est-à-dire le moi de tous les jours et ce moi qui, a parfois fait un peu trop ou parfois, ne s'aime pas, ça m'a permis de me recentrer, de revenir à une certaine unité et une certaine stabilité. Mais ce chemin d'acceptation, il passe pas seulement par l'autre, il passe aussi forcément par soi, où il faut décanter tout ce qui a pu être dit par le passé et le travail avec la psychologue a beaucoup aidé, bien sûr. Mais comme elle disait, ce travail, au fond, elle ne fait que me guider, me superviser, mais ça reste, moi aux commandes. Il faut se détacher de toutes ces représentations, qu'elles soient, la perspective de la société qui va vous dire, qui vous dit depuis très tôt que vous êtes anormal et ma propre représentation de moi-même qui était biaisée, où je me divisais en 3 ou en 2 et selon l'humeur du jour et surtout la représentation dominante à ce moment-là. Cette construction, c'est vraiment une construction, je pense. On est divisé
et on doit redevenir un, malgré toutes les instances et les situations et les individus autour, les jugements qui vous disent le contraire. Il faut revenir à soi et revenir à ce moment où, oui, je suis au fond maître de mes actions, c'est juste que parfois mes actions débordent. Donc malgré le caractère chaotique, comme j'ai pu le dire au tout début de l'émission, c'est un retour à une certaine... le chaos est cerné par une certaine unité. Il est plutôt à l'intérieur, mais il ne déborde pas dans le sens où il ne se divise pas. C'est un chaos qui reste en moi, et la frontière, c'est quoi? C'est moi, tout simplement. Et cette frontière-là, je la cerne, je la connais, je l'ai nommée, je la repère, et j'ai réussi à créer, je dirais, cette géographie de savoir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. C'est davantage un retour sur un point, un focus, je dirais, sur ce qui apparaît comme évident au fond, mais qui ne l'est pas quand on est divisé et déjà un peu brisé par tout ce qui peut nous entourer. Comment est-ce que tu entrevois l'évolution de tes troubles dans les années à venir? Je dirais que j'essaie d'être apaisé parce que je le suis en partie. Maintenant, je sais ce que j'ai, plus ou moins. J'ai pas l'avis définitif pour un traitement ou autre, mais je sais ce qu'il en est, je sais comment ça se manifeste, et c'est peut-être le plus important. Sur ce point-là, je suis rassuré. Donc oui, j'accepte mes troubles. Je préfère vivre pleinement avec des gens qui m'entourent et savoir que ces gens-là seront là quoi qu'il arrive. C'est à la fois une inquiétude et en même temps un soulagement de me dire que mes proches sont au courant, qu'il n'y a plus le tabou de... Avant, j'avais honte de dire que je ressentais cela. Et maintenant, je pars du principe que c'est ma vérité, et les choses sont comme ça. J'ai des moments de grande souffrance où j'ai juste envie d'en finir. Et même si je n'ai pas, je le dis, je n'ai pas envie d'en finir, euh, ça reste quand même dans un coin de ma tête. D'un point de vue plus personnel, si tu devais te décrire en quelques mots, tu te donnerais quoi comme qualificatif? Ah, c'est un peu compliqué. Je, je crois que je ne sais pas encore, en fait. Parce que c'est tout récent. L'idée d'en revenir à moi-même, c'est vraiment quelque chose de récent. Et j'espère avoir la réponse un jour. Je pourrais pas la donner maintenant, je l'ai pas encore. Je crois qu'il me faut tracer encore un peu de route. Maintenant que je sais ce qui est à peu près moi, peut-être vraiment trouver aussi ce qui m'anime de manière générale. Je crois que je commence à le toucher du doigt, mais il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est écrire. Et peut-être que je trouverai la réponse à cette question par ce biais-là. Je sais pas encore. Je tâtonne, et je crois que je trouverai. Mais pour l'instant, c'est une réponse un peu avec des points de suspension. Et au-delà de cette question justement sur comment tu te définirais dans l'instant présent, tu te vois où d'ici 5 ans, 10 ans quels sont tes projets personnels et professionnels? Écrire, euh, être toujours aussi en vie, et toujours aussi heureux, et plus stable. J'ai le secret espoir, c'est peut-être un peu bête, mais un jour, d'un seul coup, ces phases-là, elles deviennent des phases d'humeur, des petits moments rigolos ou des petits moments un peu moins, et mais quelque chose de peut-être moins terrifiant ou moins prenant pour moi ou mon entourage. Je crois que j'aspire, ouais, à un peu m'apaiser moi pour apaiser les autres. L'idée que c'est ça aussi que j'aime bien dans ces humeurs-là, c'est que il y a des aspects quand même magnifiques où je me connecte avec des gens parce que je les comprends, je comprends la souffrance, et en même temps, je me sens tellement créatif que
j'ai plein d'idées et j'ai plein de projets et je vais impliquer les gens dans ces projets-là. Donc, dans 10-15 ans, je me vois, avec, plein de réussites diverses et variées et entouré de mes amis et encore, plein de vie. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui traversent, des troubles tels que ceux que tu connais? Oui, mon seul conseil, ce serait de suivre, ses envies et de faire son propre parcours de vie. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Eh bien, d'abord merci, puisque c'est pas souvent qu'on parle du vécu des des gens qui ont des troubles et je crois que c'est important aussi de ramener ça sur le débat public puisque les gens sont trop, je pense, mécontents aussi de ne pas avoir de vraies informations qui sont de l'ordre, du vécu des individus et du vécu des gens comme moi qui peuvent avoir des troubles divers et variés, troubles alimentaires et troubles de l'humeur, troubles dépressifs. Ces choses-là, elles parlent peut-être à un moment ou à un autre pour tout le monde. Je crois qu'on a tous eu des phases où, un trouble a pu se manifester, parfois sur la durée ou parfois vraiment temporairement et que en fait, c'est quelque chose de très courant quand on y réfléchit bien. On connaît tous quelqu'un qui a connu ou qui connaît, ou probablement peut-être connaîtra un trouble de ce type-là et ne pas en faire, une rubrique dans un magazine ou le ramener à vraiment une discussion, presque autour d'un café quoi, quelque chose du quotidien. Je crois que c'est, un peu le salut pour tout le monde. Autant pour nous, puisqu'on se sent moins, délaissés et moins incompris et aussi pour, les personnes à venir, en fait, qui ne connaîtront pas une culpabilité, je l'espère. Mon souhait, ce serait, de que des enfants puissent grandir sans, avoir le sentiment d'être anormal, à partir du moment où il y a quelque chose qui se manifeste et qui peut être intriguant. Eh bien, merci beaucoup Thomas, j'espère que ton parcours te mènera sur la voie du rétablissement et que tes projets professionnels et personnels se réaliseront, avec beaucoup de succès. Je l'espère de tout cœur et je te remercie une nouvelle fois d'avoir participé, à cette émission. Merci. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.